Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur la chaîne Twitch de Science et Avenir. Science et Avenir, le magazine de vulgarisation scientifique, le site web d'Actu des Sciences, un site web qui publie tous les jours une douzaine de papiers pour cartographier l'actualité des laboratoires. Des papiers faits par nos journalistes, une équipe de journalistes. On est encore un média animé par une équipe de journalistes, ça se fait rare, donc ben, on aime bien mettre ça en avant chaque fois qu'on a l'occasion de le faire et ces directs sur Twitch, c'est l'occasion de le faire. Alors, le principe de ces directs qu'on fait à intervalles de temps irréguliers, mais enfin on les fait quand même depuis 2-3 ans maintenant, bah, c'est de dialoguer avec les acteurs, les actrices de la science sur des sujets divers et variés, avec vos questions, là, bah, les questions des internautes. Bonjour Pamela Tess, bonjour Aéronospace, vous êtes les premiers à intervenir. Vous pourrez poser vos questions et on essaiera d'y répondre. Je dis on, c'est pas on, c'est notre invité du jour. Bonjour. Bonjour, Bonjour bonjour à tous. Amaury. Amaury François, neuroscientifique. Neuroscientifique à Montpellier. Vous êtes chercheur à l'Institut de génomique fonctionnelle, donc à Montpellier, dans l'Hérault. Vous êtes spécialiste dans l'étude des neurones impliqués dans le sens du toucher. C'est de cela dont on va Tout à fait. parler pendant ce direct. Juste une petite parenthèse, c'est que vous avez été primé très récemment, Amaury, comme d'autres scientifiques, Oui, par un prix qui s'appelle Impulscience, sauf tout erreur de à ma fait. part. C'est Oui, ça, oui, hein, tout à fait. Impulscience. Et Impulscience, c'est quand même une jolie enveloppe qui est délivrée à différents chercheurs, mais par rapport à leurs travaux, hein, évidemment, hein. Oui, oui, tout à fait. Oui, c'est pour fonder nos recherches, pour financer nos recherches. C'est une belle enveloppe que propose donc la Fondation Bettencourt-Schuller, D'accord? euh, qui en fait essaie de, j'ai envie de dire, sauver la recherche française Oui. en finançant les personnes qui sont, donc, bon, c'est un peu prétentieux si je dis ça tout de suite, mais en fait, on candidate, nous, en tant que chercheurs, au Conseil européen de la recherche, qui peut financer une partie de la recherche. Et des fois, on est classé A, ça veut dire bah, votre projet est bon, mais seulement il n'y a pas assez de financement pour vous financer. Donc le sujet est suffisamment bon, considéré suffisamment bon par le Conseil européen de la recherche pour être financé à des hauteurs très importantes pour la recherche, mais malheureusement, on n'a pas assez de fonds. Et donc ce que fait la Fondation Bettencourt avec le programme Impulscience, c'est de donner justement une chance à ces personnes qui sont classées A, comme moi, bah, finalement de prendre le relais de la Commission européenne et de financer en fait nos travaux. Et donc moi j'ai été financé dans ce programme-là pour travailler justement sur les neurones du toucher et en particulier les neurones qui sont impliqués dans le toucher social et affectif. C'est-à-dire que sans une bourse comme celle-là, vous touchez du doigt les problèmes de financement de la recherche française Tout dont à on fait. parle depuis des années, hein, mais qui deviennent Ouais. extrêmement problématiques. Bah, ça devient problématique, surtout quand on se situe dans un contexte international où quand on voit les sommes qui sont déboursées aux États-Unis, enfin, c'est sans commune mesure. Moi, donc j'ai travaillé pendant 4 ans aux États-Unis. J'ai vu les sommes qui sont investies. On est à des années-lumière d'avoir ça en France ou en Europe même. Parce que là, il y a des sommes, même maintenant, actuellement, il y a des sommes vraiment faramineuses qui sont données à des gens. Je dis même que c'est inconscient parce que ça sert à rien de donner trop d'argent non plus. Parce que je pense qu'il faut mieux distribuer à plusieurs personnes. Parce que je crois que c'est aux États-Unis, donc le NIH, le National Institute for Health, qui est un peu le gros institut de recherche aux États-Unis, qui a montré qu'au-delà d'une certaine somme, qui est à peu près de l'ordre de 2 millions, donc c'est 2 millions d'euros, financer au-delà certains sujets de recherche, ça ne sert à rien. On atteint un seuil, en fait, où finalement, ça ne sert plus à grand-chose. Il y a peu de retour sur investissement si on dépasse cette somme-là. Alors on salue Corentin, CRTS et Stratégoon qui viennent également d'arriver. Vous étiez où aux États-Unis, Amaury? J'étais donc à l'université de Stanford, en Californie, dans la Silicon Valley. Donc, j'habitais entre Google et Facebook. Et Preniez votre j'ai café avec Zuckerberg? pas trop, non. C'était pas le style à prendre le café. Alors, j'allais dans le bar où il a commencé.
Facebook et il y a pas mal de photos de lui dans le bar qui s'appelle le Nut House. Et en fait, c'est un bar où les cacahuètes sont distribuées de façon gratos. Et il y a le sol est recouvert de cacahuètes, en fait, de pelures de cacahuètes. Il faut, si quelqu'un est allergique aux cacahuètes, je pense qu'il ouvre la porte et il meurt tout de suite. Il est pétrifié sur place. Il est pétrifié, ouais. Mais sinon, ouais, c'était un endroit assez sympa, quand même. Alors, du coup, ça fait une transition quand même sur l'actualité parce que Silicon Valley, Californie, GAFA et compagnie, comme vous êtes neuroscientifique, j'aimerais bien quand même qu'on dise un mot de Neuralink, Mhm. puisque Neuralink, c'est la société d'Elon Musk Ouais, qui, entend, souhaite, travaille à des puces qui seraient un jour implantées dans les cerveaux pour, c'est le projet muskien, contrôler les machines, les ordinateurs par la pensée. Vous, en tant que neuroscientifique, ça vous fait faire quel type de commentaire? alors, je dis pourquoi pas. C'est pas nouveau comme idée, hein. C'est quelque chose qui est très très C'est pas ancien. nouveau, hein? C'est pas nouveau. Non, c'est pas nouveau du tout. Euh, mais il y avait personne qui a les moyens d'Elon Musk pour vraiment s'y intéresser et de créer des outils qui permettent de faire ça à un niveau industriel. Ce que Neuralink a essayé de faire. Après, il y a encore une méconnaissance qui est tellement grande en fait en termes de neurosciences, de comment fonctionne le cerveau que je vois dans un avenir proche quand même assez difficilement comment on peut créer vraiment, comme, par exemple, transférer, c'est son rêve hein, d'Elon Musk, c'est de transférer une conscience dans un cerveau. On en est très loin de ça. Après, contrôler des bras, des objets à travers un ordinateur relié au cerveau, pourquoi pas, c'est déjà fait. Je pense que Elon Musk, avec les moyens qu'il a, peut le faire de façon un peu, peut-être un peu plus, à travers Neuralink, de façon un peu plus poussée. Euh, mais si vous voulez, s'il applique la même stratégie que pour SpaceX, où c'est du die and retry, où en gros, ils essayent, ça plante, bah, c'est pas grave, on recommence. D'un point de vue biologique, euh, c'est un peu plus, ça marche pas trop ce type de stratégie, malheureusement. Il faut quand même derrière avoir beaucoup de connaissances fondamentales, et malheureusement, on en manque un peu. Puis surtout, c'est pas de la physique, quoi. La biologie, il y a aussi beaucoup de hasard, il y a beaucoup d'événements aléatoires qui se passent, et ça, il faut le prendre en compte. Donc, je ne sais pas. Je mettrai pas mes billes dedans, en tout cas. Parce que vous dites, c'est une vieille idée, et vous avez cité le fait d'actionner des bras, des Voilà. jambes, etc. Aujourd'hui, ailleurs dans le monde que chez Neuralink, il y a des chercheurs qui travaillent à des implantations de puces qui permettraient d'actionner des prothèses de bras, des Tout à fait. exosquelettes, par exemple, c'est ça? Tout à fait. Bah, par exemple, il y a le chercheur qui a été recruté au CNRS il n'y a pas longtemps, qui travaillait sur. C'est celui qui a refait marcher des rats qui étaient paralysés du train arrière. Je sais plus comment. Honnêtement, je me souviens plus des détails. Mais en Oui. gros, il a fait une interface entre la moelle épinière et un exosquelette, et les animaux sont capables de remarcher tout à fait normalement. Et il tend à faire ça chez l'humain, et je crois qu'il y a des humains qui leur proposent déjà ce type de solution. Donc, où on passe en fait par des systèmes complètement différents. On n'essaye pas forcément de comprendre comment ça se passe d'un point de vue biologique, mais on essaye juste de créer un lien entre la machine et l'humain en se basant sur l'activité électrique des neurones, mais en essayant de créer un nouveau code, si vous voulez, qui permettrait d'actionner une machine. Euh, et donc ça, il n'y a pas forcément besoin de la force de frappe de Neuralink, qui est un peu bête et méchant. On a de l'argent, on y va comme des bourrins, mais je ne sais pas si c'est vraiment la bonne solution. Il y a peut-être un problème, il y a peut-être aussi un changement de paradigme dans ce que propose Neuralink et Musk, c'est que dans toutes les applications que vous décrivez, il s'agit de rendre des fonctions à Mhm. des personnes lésées, à des personnes Tout à fait, malades. tout à fait. Et ce que prétend faire Musk, c'est équiper des personnes bien portantes, Bienveillante, oui, bien portante, oui, tout à fait. ce qui n'est éthiquement pas possible aujourd'hui. Et c'est une bonne question, mais je ne pense pas, oui. En effet, s'il n'y a pas de il y a, à mon avis, le risque de l'implantation d'une puce dans un cerveau dépasse les bénéfices qu'on peut en attendre sur une personne saine pour l'instant. Donc ça, d'un point de vue médical, ça ne sera jamais autorisé, par exemple, par les agences de sécurité de la santé.
Euh, et Alors, on puis, a une première question de Supratovac. C'est toujours difficile à dire pour moi, les pseudos des internautes sur Twitch, qui nous pose cette question. Et une puce pour capter un signal douloureux possible à l'avenir. Alors ça, on commence à glisser sur votre Mhm. sujet, Amaury, puisque, redisons-le, vous êtes spécialisé sur, je vais le dire avec mes mots, dans la façon dont des sensations liées au toucher sont traduites au niveau du cerveau par des sentiments agréables ou désagréables. Oui, alors, de façon un peu plus précise, en fait, je m'intéresse déjà à savoir comment on perçoit justement ces stimulations externes à travers la peau. Donc, comment les neurones qui sont dans la peau, qui sont des petits capteurs qui ont différents rôles. Donc, il y a des capteurs qui sentent la pression, d'autres la température. Et il y a en fait une diversité qui est énorme C'est des pour capteurs capter. différents. C'est des capteurs différents. Ils Voilà, il sont y a dédiés l'un à la température, l'autre à... la pression, et en fait, même dans la pression, si vous voulez, il y en a certains qui sont activés par des fortes pressions, d'autres par des hautes pressions. Certains sont activés par des vibrations à certaines fréquences. Donc, en fait, tout ce qu'on perçoit, nous, comme juste une table, une texture de bois, et ben en fait, ça va activer différentes populations qui vont vraiment décortiquer tous les éléments physiques qui sont capables de détecter. Donc, par exemple, quand on caresse une table en bois, ça va faire, en fait, cette caresse fait vibrer notre peau à une certaine vibration. Donc ça va activer certains neurones. On applique une certaine pression sur cette table. Ça va activer d'autres types de neurones. La table, elle a une température. Donc ça va activer encore une autre population de neurones, etc., etc. Donc en fait, il y a énormément de neurones qui vont créer une information globale, mais chacun a sa petite information. Et à la fin, elles vont s'intégrer au niveau du cerveau. Donc ça va remonter le long de la peau jusque dans la moelle épinière et puis ensuite au niveau du cerveau. Et après, au niveau du cerveau, bah, c'est là où le cerveau va analyser tout ça, va donc le comparer à ce qu'il connaît ou ce qu'il connaît pas. Des fois, il y a des choses qui sont innées, où on est capable de dire de façon... Un bébé est capable de dire si c'est bien ou pas bien. Et après, à l'adulte, il y a aussi tout l'état, on va dire, de, interne, de stress aussi, qui peut moduler tout ça. Et donc, pour répondre à la question du spectateur, créer des puces qui envoient des signaux douloureux, qui peuvent capter un signal douloureux, c'est tout à fait possible, parce qu'on connaît les populations de neurones qui sont capables de détecter justement euh, les informations douloureuses qu'on appelle donc les nocicepteurs au niveau de la peau. Alors, Et donc, excusez-moi, Amaury, parce que les neurones dont vous parlez, ils sont, Mhm. ils sont dans le cerveau et les capteurs, ils sont sous la peau. Voilà. Donc en fait, il y a plusieurs types, il y a plusieurs neurones. En fait, il faut voir ça comme un réseau. Et donc il y a des neurones qui se situent, qui vont, ce qu'on appelle innerver. Donc si vous voulez, il faut voir le neurone comme un petit ordinateur. Donc un seul neurone, c'est déjà un petit ordinateur. Ce petit ordinateur a un fil qui a un capteur, et ce capteur se situe au niveau de la peau. Donc c'est le capteur, par exemple, le capteur de pression ou le capteur de stimulation douloureuse. Et ensuite, ce neurone, il va envoyer un autre fil à un autre ordinateur qui, lui, se situe dans la moelle épinière. Donc là, c'est la deuxième partie du réseau. Et le neurone, donc le petit ordinateur dans la moelle épinière, il va aussi traiter un peu l'information. Il va voir quand il y a plusieurs types d'informations qui arrivent en même temps sur le même neurone. Et il va ensuite l'envoyer, cette information, encore une fois, à un autre type d'ordinateur qui se situe dans le cerveau. Et c'est comme ça, en fait, que la neurobiologie fonctionne. C'est, en fait, une mise en réseau de plusieurs micro-ordinateurs qui sont... Enfin, des micro-ordinateurs, encore une fois, c'est une analogie un peu facile. Mais c'est l'idée, c'est qu'en fait, à chaque niveau, on va avoir un niveau de processus de l'information. Les neurones sont très spécialisés dans la peau pour détecter les informations, et plus ça monte, et moins ils sont spécialisés dans l'information, on va dire, factuelle, mais ils sont plus spécialisés dans l'intégration de cette information avec d'autres types d'informations. Par exemple, les informations qu'on ne connaît pas. Donc, si on revient à la douleur, et donc les neurones qui transmettent l'information douleur, qu'on appelle les nocicepteurs, qui sont capables de détecter des informations nocives pour l'organisme, hein, ça le nocicepteur, bah, on connaît très bien ces neurones. Nous, au laboratoire, on est capable déjà de les manipuler, en fait, tout simplement, de soit les activer, soit les inhiber assez facilement. Et on peut très bien imaginer, parce qu'on sait aussi comment ces neurones se connectent au niveau de la moelle épinière, donc on peut très bien imaginer, par exemple, si on se coupe le bras,
remplacer ces neurones par des capteurs qui pourraient détecter la même chose et les brancher, si vous voulez, entre guillemets, euh, aux endroits du cerveau qui processent cette information. Donc ça, c'est quelque chose qui pourrait avoir des... Donc c'est une façon... Là, vous répondez à la question de Supro Tovac. Donc oui, ce serait possible d'avoir cette puce qui capte les signaux douloureux. Et dans un cadre médical, si on capte des signaux douloureux pour des personnes qui, par exemple, ont des douleurs chroniques, Mhm. ça peut vouloir dire que c'est une façon aussi de les traiter ou de les annuler. Alors là, le cadre de l'application dont je pensais, c'était plus dans le cadre des prosthétiques. Vraiment, Qu'est-ce que vous appelez les donc par prosthétiques? C'est exemple, les bras? les bras artificiels, quelqu'un qui perd son membre. Il y a beaucoup de travaux qui sont faits d'abord sur comment restaurer la fonction motrice, comment remplacer un bras naturel par un bras artificiel. Donc ça, c'est tout à fait normal, hein, ce que veulent les gens, hein, j'imagine. Et il y a, et ça a toujours été, l'aspect sensoriel a toujours été passé un peu au second plan. Et en fait, maintenant, on se rend compte que finalement, c'est quand même assez intéressant d'avoir aussi, à partir d'un bras artificiel, une sensation. Euh, et donc, en particulier la douleur, parce que imaginez un bras qui coûte aussi très cher, accessoirement, si on le met dans une situation qui peut être dangereuse Pour les matériaux qui le pour le constituent. matériau, c'est bien de recevoir l'information aussi. Ces neurones Oui. nocicepteurs, donc vous en avez fait une forme de cartographie. Alors, on essaye, c'est en cours, c'est des travaux en cours, vraiment. Donc, on a une cartographie, on va dire, euh, au niveau de la peau. Donc, ça, on les connaît plutôt bien. On ne sait pas tous comment ils fonctionnent, réellement. Mais on va dire que génétiquement parlant, on peut les identifier, les différencier, en tout cas chez les animaux de laboratoire. Chez l'humain, c'est beaucoup plus compliqué parce que donc, tout ce qu'on fait chez les animaux de laboratoire, on essaie de retranscrire après chez l'homme. Il y a quand même des différences, hein. On n'est pas des rats, ni des singes, on est des humains. Mais ça nous donne quand même des principes de base qu'on essaie du coup de reproduire chez l'humain, de retrouver chez l'humain. Et globalement, c'est quand même la même chose. Après, il y a quelques subtilités qui sont dues aussi aux espèces et comment les espèces fonctionnent. Euh, En particulier, les rongeurs sont très sensibles à la température et aux vibrations dans des gammes que nous, les humains, ne sont. On est sensibles à des gammes un peu plus élevées, par exemple. Alors j'aimerais bien qu'on revienne en arrière, parce que là on est déjà rentré dans le cerveau, mais qu'on revienne en arrière sur le toucher, puisque c'est le sens dont on parle en particulier aujourd'hui pendant ce direct. Mhm. Direct que vous pourrez revoir hein, dès demain dans son intégralité sur le site web de Science et Avenir. Pour parler du toucher et pour parler quand même de ces singularités par rapport aux autres sens. Mais avant de développer ce point-là, on va continuer peut-être à essayer de répondre à Supratovac qui dit mais est-ce que ces récepteurs réagissent seulement à la douleur ou à d'autres choses aussi? Donc ça, c'est ce qu'on essaie de décortiquer. Donc, ils ont classiquement été établis comme répondant seulement à des informations. Donc, en fait, il faut différencier aussi la nociception, qui est la perception des stimuli nocifs, et la douleur, où là, on rentre dans ce que je fais, c'est que la douleur, c'est une émotion en soi. Et des fois, on peut avoir une information nociceptive sans douleur. Et inversement, on peut avoir une douleur sans information nociceptive. Donc ça, c'est vraiment la Ça, c'est différence. pas forcément évident à comprendre ça. Vous Bah, par pouvez exemple, donner des exemples concrets? Par exemple, ça c'est le cas d'école qui a vraiment fait réfléchir à ça. C'était à la fin de la Seconde Guerre mondiale, où au cours de la Seconde Guerre mondiale, c'était la première fois où il y avait vraiment beaucoup de médics, de docteurs qui étaient vraiment sur le champ de bataille, qui ont pu observer ce qui se passait. Et ils se sont rendus compte qu'il y avait quand même pas mal de soldats qui se prenaient des balles et qui n'avaient pas mal, tout simplement. Alors que prendre une balle, je pense que c'est assez douloureux. Personnellement, j'ai jamais expérimenté, mais je pense que c'est assez douloureux. Et en fait, ils avaient mal plus tard. Et en fait, et inversement, il y a des gens qui n'ont plus justement de bras et qui ont des douleurs dans leurs bras qui pourtant n'est plus là. Et Ah oui, oui, on dit ça beaucoup des attaques de requins. Moi, j'aime bien les histoires de requins voilà, et il y a beaucoup de récits sur les attaques de requins où les gens disent que sur le moment, ils ne se rendent pas compte qu'ils ont été ils ont été mordus. mordus. Voilà. Parce qu'en fait, si vous voulez, au niveau, donc au niveau du cerveau, donc ça, c'est tout.
La détection, elle se fait en périphérie. Donc, si vous voulez, c'est comme une autoroute. Donc, c'est un peu simplifié, mais en gros, c'est juste un relais d'informations. On capte ce qui se passe au bout du doigt et ça remonte jusqu'au cerveau. Et c'est le cerveau qui va traiter tout ça. Et en fait, au niveau du cerveau, il y a plusieurs niveaux de filtres qui vont dire si cette information qui arrive, est-ce qu'elle est pertinente pour être traitée dans le cadre où j'évolue actuellement ou pas. Et par exemple, quand on est mordu par un requin, la priorité, c'est pas d'avoir mal. La réalité, c'est de se Se nager jusqu'à la parapenter. plage et Ouais. de s'en sortir. Donc, si on a mal, accessoirement avoir mal, ça nous empêche de réagir proprement à ce type de situation. Donc, on ne peut pas faire ça. Donc historiquement, c'est pendant la Seconde Guerre mondiale qu'on s'est rendu compte de cette différenciation. En tout cas, j'imagine qu'ils ont dû le voir avant, hein. Oui. Mais c'est comme ça que les premiers articles scientifiques sont apparus. En tout cas. Donc là, pour retourner sur la question de Supratovac, les Oui. nocicepteurs associés uniquement à la douleur, c'est le cas? Donc, principalement oui, sachant qu'il y a une petite population qui, eux, joueraient aussi, parce que c'est encore en exploration, En joueraient un rôle discussion. aussi dans la démangeaison. Donc, est-ce Ah, que la démangeaison, par exemple, est une douleur? bonne Euh, question. Bonne question, voilà, parce que Ouais, quand on se gratte, ça fait du bien aussi. Donc, voilà, ouais. bon, bref. On vient sur des notions qui sont assez complexes. Mais normalement, les nocicepteurs, c'est principalement lié à de la douleur. Après, il y a des conditions pathologiques, ou les gens qui sont atteints de douleurs chroniques, comme vous le disiez tout à l'heure, euh, ou normalement des neurones qui ne sont pas des nocicepteurs, qui sont plutôt des neurones du toucher, par exemple les neurones qui nous permettent de détecter une texture, qui ne sont pas du tout normalement douloureux, capables de transmettre une information douloureuse, bah, deviennent douloureux. Et ça, c'est plutôt au niveau central que ça se passe, c'est pas au niveau périphérique. C'est juste comment l'information est analysée par le cerveau par la suite. Alors les démangeaisons, c'est vrai que ça soulage quand ça se gratte, sauf la démangeaison du palais. Je ne sais pas si les internautes expérimentent la démangeaison du palais, mais pour moi, c'est vraiment le supplice chinois par excellence, parce que on se gratte avec la langue, et plus on se gratte, plus ça Et puis c'est démange. grave. Vous pouvez nous faire part de vos expériences personnelles sur le film. Alors, si on revient à ce sens du toucher, dès l'Antiquité, hein, finalement, hein, il y a des commentaires de Platon, d'Aristote, qui le singularisent un petit peu par rapport aux autres sens. Mhm. Et effectivement, vous avez parlé des bébés tout à l'heure. Quand un bébé est tout neuf, on conseille au papa qui n'a pas eu l'expérience de la proximité au moment de la naissance de faire du pot à pot, par exemple. Tout à fait. Donc ça, c'est la puissance du toucher, en fait. Et c'est assez récent, hein. C'est quelque chose qui a du mal à être admis, et un peu considéré à la base comme une science un peu parallèle. New Age. New Age, voilà. Mais en fait, le toucher chez le nouveau-né, c'est quelque chose d'extrêmement puissant, puisque c'est un des seuls sens qui est vraiment pratiquement fonctionnel dès la naissance. Mais d'ailleurs, ça me fait penser que jusqu'à assez récemment, on pensait que les bébés n'avaient pas mal parce que leur donc ce qu'on appelle le système somatosensoriel, donc le système du toucher et de la douleur, n'était pas mature à la naissance. Et en fait, on faisait des chirurgies sur des enfants sans anesthésie, Oui, c'est jusque dans épouvantable. les années 50. Donc c'est quand Ouais. même assez grave. Malheureusement, on s'est rendu compte que c'était pas vrai. Et que le toucher donc, pouvait permettre de créer un lien entre ce qu'on appelle les caregivers en anglais, Les soignants, les soignants et enfin les parents aussi, hein. et les nouveau-nés, parce que c'était un des sens principaux à la naissance. Et il y a des contre-exemples dramatiques. Par exemple, il y avait je ne sais pas si on peut parler de faits divers, mais il y avait le cas des orphelins en Roumanie Mhm. dans les années 90, quand le dictateur Ceausescu est tombé. On s'est rendu compte qu'il y avait des orphelinats gigantesques dans lesquels il n'y avait pas de personnel et c'était des enfants qui avaient grandi sans contact physique. Tout à fait. Ils étaient nourris à travers les barreaux. En fait, ils avaient très peu. Il y avait malheureusement pas assez de personnes pour s'occuper d'eux. Et du coup, ces enfants étaient nourris à travers les barreaux. Ils étaient bon, ils avaient des lits individuels,
ce qui à l'époque était déjà bien, j'imagine, mais du coup était pas bien parce qu'ils pouvaient pas, même pas interagir entre eux. Et quand ces enfants étaient adoptés, parce qu'il y avait certains enfants qui étaient quand même adoptés, ils se sont rendus compte que ces enfants étaient incapables de créer des liens sociaux avec leurs parents adoptifs, avaient beaucoup de mal à percevoir en fait les émotions des autres personnes, et de façon générale étaient dans un état anxieux assez élevé. Après, il y a eu beaucoup plus d'études qui ont suivi ça, qui ont montré qu'en imagerie cérébrale, qu'il y avait plusieurs aires du cerveau, pardon, qui étaient affectées, en particulier l'amygdale basolatérale, qui est un siège de la mémoire et des émotions, qui montrait que vraiment c'était euh, altéré et que par exemple, on voyait pas de différence quand on leur présentait leur mère adoptive d'une personne étrangère. En fait, Ah oui, pour eux, incroyable. Ouais. c'était le même signaux neuronal, donc potentiellement la même perception. Et ça a un rapport avec les expériences liées au comportement. Alors là, je bascule sur d'autres espèces animales que nous. Il y a les oies c'est les oies hein, de Konrad Ouais, Lorenz, par exemple, là, où il bah, y a alors une ça, forme, ouais. allez-y, ouais, d'imprégnation. C'est ça, on parle d'imprégnation. Si dès la naissance, on interagit avec eux. Bah, en fait, c'est toute la théorie de l'attachement vient en fait de cette première idée qui est donc les oies de Lorentz, où vous avez peut-être dû voir cette image Ouais, de qu'est-ce ce qu'ils faisaient en monsieur fait? qui se baigne avec des canards, en fait, avec des bébés canards ou des bébés cygnes, je sais plus. Je crois que c'est des oies, pardon. Des bébés oies, et en fait, les oies le suivent, et en fait, il s'est rendu compte tout simplement que quand il était là à la naissance des oies, les oies, les bébés oies, je sais pas comment on dit, les poussins, Oui, j'imagine. oui, on peut dire, je crois. Les oisons, peut-être, les oisillons, Raison. non, je sais pas. Bon. Se prenaient cette personne comme étant leur mère ou leur père, et donc étaient complètement imprégnés. Et après, ça a créé une autre théorie un peu plus poussée, qui est la théorie de John Bowlby, qui a créé la théorie de l'attachement, qui dit que en fait, chaque nouveau-né, en tout cas mammifère, quand il naît avec tous les processus neuronaux qui sont faits pour se lier à quelqu'un. Et ça, le but de ça, c'est d'assurer la survie du nouveau-né, euh, parce que c'est comme ça qu'en fait, ils se font nourrir, et s'ils créent un attachement, et c'est en particulier un attachement émotionnel, c'est aussi pour ça que la mère prend soin de l'enfant, ou le père peut prendre soin de l'enfant aussi, ne l'oublions pas. Et dans les années 50, en fait, ça a poussé, on s'est dit, ok, c'est très bien, c'est peut-être vrai, mais il y a forcément quelque chose de physique qui crée ce lien, parce qu'on l'a vu avec Lorenz, apparemment c'était la vision pour les oies, et chez les mammifères, c'est autre chose. Et il y a beaucoup d'études qui ont essayé de découvrir quels étaient justement ce substrat physique qui permettait de créer l'attachement avec une personne en particulier. Donc, chez beaucoup de mammifères, il s'avère que l'odorat joue un rôle important. Et on s'est arrêté là. Et en Ça, fait, c'est quand non, ça? C'est les années. c'est les années 40-50. Et en fait, on s'est rendu compte que, en particulier chez les primates, il n'y avait pas que l'odorat, il y avait aussi le toucher. Donc ça, c'est des expériences qui sont assez controversées de Henry Harlow dans les Oui. années 50, où en fait, il a montré que c'était... on pensait aussi à l'époque que c'était accessoirement la nourriture, que la première personne qui donnait de la nourriture à un enfant, c'était celui avec lequel il avait créé un attachement. Et en fait, ce qu'a montré Harlow, c'était pas la nourriture en soi, mais c'était le toucher associé à cette nourriture qui permettait de créer le lien. Et Et il a pourquoi montré ça. dites-vous que ces expériences sont controversées? Pour faire ça, en fait, donc il travaille c'est les macaques. Et en fait, donc ça, c'est l'expérience facile, enfin facile éthiquement, où il a juste pris des bébés macaques, il a remplacé leur mère par des mères artificielles. Donc ils avaient quand même une certaine forme ils prenaient soin d'eux quand même, accessoirement, et il leur donnait deux mères artificielles, une mère qui était juste faite d'un grillage avec un biberon, et une autre qui était couverte de fourrure. Et en fait, ils se sont rendus compte que le bébé préférait largement la mère artificielle couverte de fourrure à celui qui était juste fait d'un grillage avec un biberon. Mais après, il allait beaucoup plus loin parce qu'il s'est dit, ok, c'est bien gentil, mais qu'est-ce qui se passe si on enlève tout contact physique? Donc là, on revient sur les orphelins roumains, mais c'était bien avant. Et en fait, il a élevé des macaques sans aucun contact physique. Il leur donnait à manger, euh, il parlait avec eux, stimulation sonore, stimulation odorante, mais aucun contact physique.
Et ces bébés macaques ont grandi. Quand ils grandissaient, on voyait qu'ils avaient des troubles assez importants que à l'époque, ils étiquetaient comme étant des traits autistiques. Donc ça, c'est très difficile à dire, hein. C'est, je pense que c'est une simplification. Et donc, bah voilà, donc en fait, il a volontairement, c'est pour ça que ça passerait plus maintenant, on fait plus du tout ce type de science. Mhm. Il a volontairement fait grandir des singes, des primates non humains, donc nos cousins quand même, dans des conditions assez horribles, de détention, quoi. Alors, Donc, c'est assez étonnant de voir que dans tout ce cheminement que vous décrivez, le toucher arrive assez tardivement dans les suspects, si je puis dire, liés à l'attachement. Il arrive même après le fait de donner de la nourriture, alors que on aurait pu y penser peut-être dès le début. Ce que je veux dire par là, c'est que tout à l'heure, je faisais allusion à Aristote ou à Platon. Mhm. Euh, Dès le début, il y a une forme de sous-estimation, on a l'impression, du toucher, qui est un peu le sens low cost ou je sais pas comment dire, dégradé par rapport aux autres, quoi. On Bah, c'est là valorise. où, ouais, bah, c'est là où la culture joue un rôle super important chez les humains. Et en fait, Aristote et Platon avaient deux pensées complètement différentes. Bon, déjà, le toucher pour eux, c'était quelque chose d'important. C'était dans les deux cas directement relié aux émotions. En fait, pour eux, il n'y avait pas de distinction. Les sens étaient des émotions. Voilà. Il n'y avait pas de notion un peu plus compliquée qu'on a actuellement. Mais par exemple, pour Platon, le toucher, c'était quelque chose de bestial, qu'il fallait absolument se détacher de ça, et que les seuls sens nobles, c'était l'ouïe et la vue, parce que c'était les sens des arts, et qu'on pouvait éduquer ces sens pour apprendre le beau. Alors qu'Aristote, lui, pensait que bah, le toucher, c'est le sens unique à tout le monde, à tous les organismes vivants, et donc c'est le sens primordial, et donc c'est le sens le plus important. Et malheureusement, dans notre culture, en particulier dans la culture anglo-saxonne, euh, eh ben, le toucher, c'était plus la pensée platonicienne qui a été cultivée et amplifiée jusqu'à arriver à l'ère victorienne où le toucher était quelque chose, les femmes étaient recouvertes du pied à la tête pour justement éviter le moindre contact physique au 19e siècle. Mais même au début du 20e siècle aux États-Unis, il y a un autre psychologue, donc juste avant Henri Arlot, qui disait que surtout il fallait pas toucher ses enfants parce que ça allait les rendre fous. Est-ce que c'est ce qu'on appelle le behaviorisme? Je C'est ça, prononce mal, mais c'est ça. c'est ça. Oui, oui, tout à fait. Et en fait, il distribuait, j'ai plus le nom du scientifique en question, mais en fait, il distribuait des pamphlets à la sortie des maternités, comment bien élever son enfant, et parmi les recommandations, c'était surtout ne jamais euh, caresser son enfant, s'il fallait lui faire une tape sur l'épaule pour lui dire qu'il avait bien agi, lui serrer la main pour lui dire bonjour, Ouais. et vraiment, alors vraiment, s'il criait, peut-être lui faire un bisou sur le front pour lui dire bonne nuit, quoi. Mais vraiment, il fallait imiter les contacts Et physiques. ça a marché, ça? Enfin, je veux dire, ça a imprimé cette approche. Et bah, du Bah oui, coup, parce que vous décrivez, oui. mais en fait, il y a pas mal d'études qui montrent qu'il y a une corrélation aussi entre les gens qui ont été élevés comme ça aux États-Unis et la psychopathie Ah aussi oui, aux ouais, États-Unis. Donc encore une fois, c'est des corrélations, hein. Les corrélations ne font pas ouais. vraiment les causes. Mais c'est vrai que je pense que dans les cultures où le toucher est un peu plus respecté, où on Valorisé. se valorisé, je pense qu'on a un peu moins de problèmes sociaux, en tout cas, on va dire. Alors, vous, comment vous en êtes arrivé à travailler sur ces pistes-là, puisque c'est un sens parmi d'autres, c'est au gré, au hasard de vos études, de votre formation, que vous en êtes venu à vous intéresser à la question du toucher? Alors moi, enfin oui, c'est l'essence, ça m'a toujours vraiment quelque chose qui m'a vraiment intéressé, c'est comment on transforme en fait quelque chose de purement physique en bah, des émotions. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a toujours particulièrement intéressé. Après, je me suis spécialisé sur la douleur parce que en plus, la douleur a vraiment dans notre société, j'ai envie de dire, c'est à la fois quelque chose que personne ne veut avoir et on fait tout pour éviter la douleur, alors que d'un côté, c'est très important pour nous apprendre des choses dans la vie de tous les jours. Et finalement, en fait, tout le monde vit avec de la douleur.
dans la vie de tous les jours. Et en fait, c'est quelque chose qu'on est capable de complètement absorber en soi et de plus y penser. Et donc, je trouve que c'était quand même un sens, enfin, une partie d'un sens qui était super intéressant. Et après, j'ai dérivé aussi sur le toucher et sur les émotions positives qui peuvent se dégager du toucher. Parce que c'est vrai que même moi, à l'époque, hein, je pensais que les émotions, je ne pensais pas aux émotions positives associées au toucher. Je pensais plus que c'était quelque chose qui était corrélatif au niveau, bah, on connaît une expérience qui nous a donné du plaisir à travers un autre sens. On sait que bah, finalement, quand on se caresse, bah, généralement, c'est avec notre partenaire. Donc, oui, ça peut être plaisant, mais c'est pas le toucher en soi qui fait que c'est plaisant. C'est un ensemble de choses. Et quand j'ai vu qu'il y avait certains papiers qui pouvaient dire que finalement, bah, c'est vraiment le toucher qui peut être à la base du plaisir en soi, de façon purement innée. Ça, j'ai trouvé ça vraiment super intéressant d'aller creuser ça, parce qu'en plus, personne ne l'explorait à la base. J'ai vu qu'il y avait une expérience qui m'a vachement intrigué, où il me semble que une personne a le visage masqué, enfin, ses yeux sont cachés derrière un masque ou je ne sais quoi, et quelqu'un lui touche le bras, et la personne qui touche le bras est dans différents états émotionnels, et ça peut être compris par la personne qui est touchée. Alors, ouais, c'est à peu près ça. Et ça, c'est pareil, hein, ça date, la première expérience, ça date d'il y a 10 ans, hein, qui montre ça. Donc, c'est vraiment super récent d'un point de vue recherche. Alors, c'est un peu plus, on va dire, comment dire? Sophistiqué Euh, que ce que je viens de dire, peut-être, oui. ouais, mais surtout un peu plus carré. En fait, l'idée, c'était qu'il y avait deux partenaires qui venaient ou, dans un laboratoire. Il y en a un qui était placé derrière un rideau avec juste le bras qui dépassait. Voilà. Et l'autre partenaire avait comme consigne, sans rien dire, juste en touchant l'avant-bras, de transmettre une émotion qui était marquée sur un écran. Donc il était le seul à voir. OK. Et donc l'autre personne, elle, pareil, elle devait rien dire, elle devait juste cliquer elle avait un choix de plusieurs émotions. Elle devait dire, ok, bah là, peut-être qu'il est en train de me faire passer la colère. Allez, hop, je Mm. clique sur ça. Et en fait, on s'est rendu compte que à 80%, les gens sont capables de transmettre en 5 secondes. Donc 5 secondes, c'est assez court quand même, hein, pour Ouais, toucher quelqu'un. ouais. Et tu étais capable de transmettre, je crois, une dizaine d'émotions différentes et des choses assez proches l'une de l'autre, hein. Par exemple, le bonheur. Et alors, c'est en anglais, donc c'est un peu là, c'est là aussi où euh, il y avait Oui, il y a peut-être. bonheur et, et plaisir, quelque chose comme ça. Et les deux ils étaient capables de dissocier les deux. OK. Et en fait, ils se sont rendus compte, ils ont fait ça sur des études sur des Finlandais et des Thaïlandais. Mhm. Et en fait, ils se sont rendus compte que les gens utilisaient pratiquement, bon, il y a des variabilités inter-individuelles, hein, évidemment, mais que globalement, les gens utilisaient tout le temps le même type de stimulation tactile pour transmettre un certain type d'émotion. Donc ça, en plus, c'est un langage universel. Mais ça a été fait sur suffisamment de monde pour que ce soit jugé pertinent? Alors, ça a été reproduit, en fait, par plusieurs groupes, donc la somme de tout ça semble assez pertinent. Et donc, le binôme en question, c'est pas des gens piochés au hasard, c'était des couples, en tout cas C'est des des couples, partenaires, enfin voilà, des des gens qui se partenaires. connaissaient, qui vivaient ensemble, quoi. Voilà. Parce que ça peut paraître surprenant que la personne qui regarde un tableau sur lequel il y a écrit, par exemple, joie, puisse se mettre en condition d'effectivement Ah oui, c'est ressentir la difficile, hein. joie. Ah, c'est difficile, hein. Bah, c'est pas qu'il la ressent, c'est qu'il essaie de la transmettre déjà. Mais pour la transmettre, il fallait qu'il la ressente. Alors ça, c'est est-ce qu'on est capable de transmettre des émotions, de parler d'émotions sans les ressentir? C'est pareil. Oui, c'est Est-ce qu'on est intéressant. capable d'exprimer, On est-ce qu'on est glisse capable sur de la. d'exprimer une grimace? Est-ce que je suis capable de faire la gueule? Alors, en faisant semblant, j'ai pas eu mon financement. Voilà. Est-ce que quelqu'un qui me connaît pas va dire, oh là là, il a pas l'air content? Alors qu'en fait, je suis en train de faker. C'est peut-être ça. C'est un peu le même style d'expérience, d'ailleurs, en Alors, tout cas. cette expérience, bon voilà, j'ai trouvé ça intrigante. Vous nous en avez envoyé une autre que peut-être, alors, c'est Arthur Langlois, mon camarade Arthur Langlois, qui fait la technique de ce Twitch. Merci à lui. Peut-être, Arthur, tu peux envoyer
la vidéo dans laquelle on voit un autre type d'expérience. Ah oui. Donc là, c'est. Ah, vous voyez la vidéo? Ah oui. Ouais, ça y est. Donc là, c'est une expérience qui est réalisée par un prof aux États-Unis. Donc, qui était réalisée parce qu'il n'a plus le droit de le faire maintenant d'un point de vue éthique. Ça se fait plus apparemment. Donc, c'est le ponte de la douleur aux États-Unis et au monde, en fait, qui fait une expérience tout simple, qui demande à un de ses élèves de venir. Et c'est pour démontrer, en fait, la diversité des neurones sensoriels et comment, en fait, notre cerveau analyse les choses. Et en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il vient bloquer sur un des bras, donc c'est le bras qui est en premier, qui est en avant ici, qui est un peu bleu. Il vient faire ce qu'on appelle une compression, qui va venir diminuer l'irrigation sanguine de certains types de fibres qui sont impliqués en particulier dans la perception du toucher. Et ce qu'on appelle les fibres A bêta et A delta. Et donc là, il applique un coton à la fois sur le bras sain et sur le bras qui est bloqué. Et en fait, il demande à cette personne, est-ce que vous ressentez le coton, tout simplement. Donc, c'est la première expérience. Sur le bras sain, il n'y a pas de problème. La personne est capable de dire euh, qu'elle ressent le coton et où il est. Et sur le bras donc, qui est bloqué, elle, là, perçoit rien. C'est normal, c'est le but. On essaie de bloquer les neurones qui sont responsables du toucher. Elle voit quelque chose, la dame, là? Et par contre, elle a les yeux bloqués. Oui, oui, elle a Voilà. les yeux bloqués. C'est très important, hein. Elle voit pas. Et là, pareil, il lui demande avec son bras sain quelle est la position, sais-tu dans quelle position est ton doigt? Ça, c'est les mêmes types de neurones qui sont capables de nous dire ça, et c'est très important pour la marche, pour plein de choses. Et c'est les mêmes types de neurones. Et là, ce qu'on voit, c'est quand on bloque les A bêta, elle est incapable de dire en fait où est, dans quelle position est son doigt aussi. Donc c'est pour démontrer, là, c'est vraiment le cours qu'on donne au master ou en licence. C'est les neurones A bêta qui sont responsables de ce qu'on appelle la proprioception et du toucher léger. Après, les choses passent à des choses un peu plus compliquées, à savoir le pincement. Donc là, il va pincer le bout du doigt et il va demander à la dame ce qu'elle ressent. Et donc là, c'est pour ça qu'elle rigole. Elle dit, bah, je sais pas trop. Je pense que c'est au bout du doigt, mais je suis pas sûr. Et il va lui demander de décrire ce qu'elle ressent. Et là, la personne a dit burning pain en anglais, donc une douleur de brûlure, alors qu'il la pince. Donc ok, pourquoi pas. Donc là, il le fait plusieurs fois. Donc elle est quand même capable de savoir où ça se situe. Euh, donc ça, c'est un petit détail. Ça montre que en fait, le bloc n'est pas total. Qu'il y a quand même des neurones parce qu'il y a des neurones qui sont spécialisés juste dans la localisation de où se situe l'événement qui touche la peau. Et en fait, il dit qu'il y a une partie de ces neurones qui ne sont pas complètement bloqués. Et donc après, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre une aiguille. Donc une aiguille, il y a un bout, l'aiguille, hein, et il y a l'autre bout qu'on met au bout de la seringue qui est lui complètement plat, qui n'est pas douloureux. Donc là, il va pareil sur le bras sain appliquer le bout de l'aiguille, et la personne va dire ce qu'elle ressent. Donc elle est capable complètement de dire, bah là c'est un bout d'aiguille qui pique, et quand il met de l'autre côté, bah là c'est un bout d'aiguille plat. Et quand il le fait sur le bras bloqué, donc quand il applique la partie plate de l'aiguille, donc le parti non douloureux, hein, il se passe rien, elle ressent rien. Et quand il applique la partie tranchante de l'aiguille, là, encore une fois, la personne dit burning pain. Donc elle est incapable de dire que c'est une aiguille. Pour elle, c'est une brûlure. Et enfin, la dernière étape, c'est un glaçon, tout simplement, qu'il applique sur la peau. Et là, la personne, donc si on l'entendait, dirait ah bah je sens encore burning pain. Donc en fait, c'est là où, malgré le fait que, en fait, toutes les informations sensorielles qui permettent de détecter la piqûre, le pincement, la température, ça c'est des neurones qui innervent la peau qui sont différents. C'est trois populations de neurones Oui, vous disiez globalement au début de qui sont différents. ce Twitch, hein, Ouais. ça fait partie de ces différents capteurs qui sont Voilà, c'est différents capteurs, sous nos doigts. mais sans l'information des autres capteurs qui sont à côté, qui sont bloqués dans ces expériences. En fait, tout ça, l'information, elle est processée au niveau du cerveau comme étant quelque chose de dangereux, nociceptif, les nocicepteurs. Et le cerveau ne sait pas analyser autrement sans autres informations, donc, soit tactile, mais ça pourrait être visuel, dans le cas où si elle n'avait pas les yeux bandés. Elle est incapable de dire que c'est un glaçon, une aiguille, une plaque chaude, un pincement, un casse-noir, j'en sais rien, un marteau.
Donc on serait incapable de décrire. Et en fait, on a besoin des autres fibres qui, elles, ne sont pas considérées comme des fibres douloureuses, mais qui participent à la description de la douleur, de l'information factuelle de la douleur, euh, pour avoir une idée concrète. Et tout ça, ça se passe au niveau, après, du cerveau. Alors, une expérience comme celle-là, éthiquement, elle est devenue impossible? Bah, en tout cas, aux États-Unis, oui, et j'imagine qu'en classe, bah, ça peut mettre en danger quand même. Ça peut créer des dyschémies, c'est pas terrible, quand même. C'est quoi les ischémies des bleus? Ouais, voilà, ça peut créer des blocages sanguins. Et après, quand on fait une reperfusion, ça peut entraîner des, comment dire, euh, une suroxygénation des tissus. Donc, on donne trop d'oxygène aux neurones qui peuvent les endommager. Alors, Supra Tovac pose la question. Donc, l'irrigation du sang est liée à ces fibres sensorielles. Donc, le sang, c'est ce qui donne l'énergie à travers l'oxygène à toutes les cellules. Et donc, clairement, les neurones, je crois que j'ai plus les stats, mais en fait, notre cerveau, mais pas que notre cerveau, tout le système de neurones de notre corps, consomme la plus grande partie en fait de l'énergie que le corps produit. Donc, en fait, dès qu'on y arrête l'irrigation sanguine qui va aller irriguer les neurones, bah, ces neurones s'arrêtent. Ça ne veut pas dire qu'ils meurent, ça veut dire que déjà l'information est arrêtée. Une autre question de Strategoon. On interprète naturellement toute douleur non identifiée comme une brûlure. Pourquoi la brûlure? Oui, c'est vrai ça. Elle parle de Alors, brûlure à chaque fois, la dame, alors que... dans cette vidéo, donc là, c'est une question qui est très bonne question et qui peut être assez complexe à répondre. La première, c'est là, dans cette vidéo-là, en fait, ça peut être dû tout simplement à une association passée. À savoir que le cerveau sait que l'activation de ces neurones en périphérie dans la peau peut généralement être associée à la douleur, de brûlure, mais pas que. Et en fait, le cerveau dit juste brûlure parce que c'est le truc le plus commun qui peut arriver quand ces neurones-là sont activés normalement. Ce que nous, et c'est là où le langage est aussi joue un rôle, ce que nous on appelle brûlure, si ça se trouve, en fait, dans une autre espèce, ça pourrait être juste dire douleur, et, euh, et, euh, et encore une fois, c'est vraiment comment notre cerveau l'a interprété, peut-être au fur et à mesure de nos expériences passées, qui fait que la plupart du temps qu'on ressent ce type de sensation, c'est associé à une brûlure. Mais dans ce cas-là, dans un cas général, quand on ne connaît pas quelque chose, c'est un peu comme le goût, toutes les viandes qu'on ne connaît pas, qu'on mange et qui a le goût du poulet, c'est vraiment parce qu'en fait, bah, on essaie d'associer ça à ce qu'on connaît. Mais en fait, bah, des fois, c'est quelque chose de nouveau qu'on est incapable de décrire et il faut plus y réfléchir. Mais dans le cadre de la douleur, en fait, on n'a pas besoin d'y réfléchir. Donc c'est assez Alors, compliqué. Je peux peut-être y répondre plus tard, mais non, mais ça veut dire aussi que il y a une composante culturelle, quoi. la question du langage est Voilà, très importante dans, dans la qualification de la douleur. C'est aussi un paradoxe parce que toutes les espèces vivantes la ressentent aussi alors qu'elles ne sont pas capables de la formaliser. tout à fait. Donc, c'est pour ça que nous, en recherche, on parle plus de aversion. Donc, en fait, la douleur, c'est quelque chose qui est aversif, hein. Donc, on va s'éloigner de quelque chose qui est douloureux, généralement. Après, il y a des exceptions, mais c'est autre chose. Mais pour revenir à la question, en fait, les neurones, par exemple, les neurones qui sont associés à la brûlure réelle, donc quand on se brûle sur une plaque chaude, c'est les mêmes neurones qui sont dans notre langue qui permettent de détecter le piment, par exemple. Oui. En fait, la molécule qui est dans le piment, qu'on appelle la capsaïcine, est exprimée très fortement dans la peau aussi. Donc c'est pour ça qu'en fait, on peut même sentir l'effet du piment si on en met sur la peau, hein, si ça rentre. Ça va nous brûler. Et en fait, ces neurones-là, donc ce sont des nocicepteurs, mais c'est des nocicepteurs, ce qu'on appelle plurimodaux, c'est-à-dire qu'ils sont capables de détecter plein de choses différentes. Donc ils sont principalement associés à la température nocive, douloureuse, mais peuvent être aussi associés à des stimulations mécaniques qui sont assez importantes. Mais nos branchements dans notre cerveau fait que principalement la sensation, c'est la brûlure. On a commencé l'émission en parlant des puces
possiblement implantées dans le cerveau. On est à une époque où on parle beaucoup de transhumanisme, Mhm. d'humain augmenté, modifié. Modifier l'humain de façon à ce qu'il ne sente plus la douleur, ce serait une super mauvaise idée. Oui, tout à fait. Bah, il y a des gens qui, malheureusement, ont des mutations euh, qui, euh, qui ne ressentent plus la douleur, et c'est des gens qui, généralement, ont une espérance de vie beaucoup plus faible, parce qu'en fait, ils se font des blessures qui sont mortelles si elles ne sont pas prises en soin, prises en charge. Ça Donc la existe douleur... vraiment alors? C'est-à-dire, c'est parce Ah que oui, 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 oui. et c'est C'est une... courant? C'est une mutation génétique? Enfin, Honnêtement, je sais vous pas. en avez rencontré par exemple? Enfin, c'est des choses. Ces personnes-là, non, j'en ai jamais rencontré. Je le connais parce que c'est des cas d'école dans notre recherche. C'est une mutation génétique qui s'appelle donc un canal sodique. Ouais, c'est un peu compliqué, mais c'est des gens, en fait, on les connaissait depuis assez longtemps et on a découvert les mutations une fois qu'on a décrit, en fait, le gène de cette mutation. En fait, la fonction de ce gène, on l'a décrit d'abord. Et après, on s'est rendu compte que bah, les patients qui étaient atteints donc qui ne sentaient plus la douleur, bah, justement, ils avaient plus ce gène. Donc, c'est pour ça que c'était un très bon cas d'école pour nous, pour dire que en fait, ce qu'on fait chez la souris, ça a un sens chez l'humain aussi. Et oui, ces gens, ils ont vraiment des trucs horribles, hein. Ils ont des brûlures au troisième degré et ils s'en rendent pas compte, quoi. Parce qu'ils posent la main sur la plaque et Exactement. ils peuvent y rester, quoi. Ils peuvent y rester. Mais accessoirement aussi, même sans aller jusqu'à des blessures qui sont dangereuses pour l'organisme, la douleur, c'est aussi quelque chose d'essentiel pour apprendre certaines choses de la vie. Et C'est-à-dire, vous pouvez expliciter? bah, par exemple, si on marche sur un cactus, ou si on mange trop de capsaïcine, si on mange quelque chose qui nous brûle dans la bouche, c'est qu'il y a une raison pour laquelle c'est pas agréable dans un premier temps. C'est pas bon pour notre organisme. Donc, voilà. Mais c'est Euh, pas dangereux en soi, parce ouais, la preuve, on en mange la capsaïcine tout le temps, enfin nos ouais, clients. ouais. Donc la douleur, c'est un avertisseur naturel, quoi. Voilà, tout simplement. Il y a un autre document que Arthur pourrait peut-être nous montrer, c'est un graphique, plutôt une image scientifique qui montre comment le corps dégage de la chaleur selon les émotions ressenties. C'est une image qui est assez étonnante parce que c'est des images thermiques, hein, en quelque sorte. Ouais, C'est ah des oui, images infrarouges. ah oui. Quand on filme à l'infrarouge des personnes, voilà, on lit en elles comme dans un livre ouvert, quoi, hein, Bah, pratiquement, oui. En fait, c'est pas de la détection de mensonges, mais presque, enfin, parce que c'est pas, on parle pas de mensonges, mais la détection d'émotions, c'est possible, quoi. tout à fait. Donc là, c'est des expériences où on leur demandait à des personnes de colorier quand ils ressentaient une émotion, quelle partie du corps ils se sentaient actifs. C'était vraiment ça la consigne. Donc pour certaines personnes, ça parlait pas forcément. Et pour d'autres, ça parlait. Et on leur demandait de colorier cette petite silhouette. Et je trouve qu'il y a des... Et ils se sont rendus compte qu'en fait, pour la plupart des gens, c'était encore une fois assez similaire d'une personne à l'autre. Et on voit ici des choses que je pense que tout le monde a expérimenté. Par exemple, quand on a honte, shame, Mm. en bas à droite, du coup, Oui, c'est le Spider-Man, deuxième, hein. voilà, c'est Spider-Man. C'est ici que ça s'active, c'est les pommettes qui commencent à chauffer. Ouais. Pareil, quand on a peur ou quand on a de l'anxiété, c'est au niveau de l'estomac, du bas du ventre, mais c'est au niveau de la peau Mm. là, qu'on voit ça. Ouais. Donc c'est pas vraiment la caméra thermique, mais ça pourrait être de la caméra thermique. Ici, c'est vraiment les gens qui rapportent Ah, où c'est pas de la c'est. caméra thermique, Non, là, c'est c'est pas de la pas. caméra Ah, thermique. ok. Là, c'est les gens qui rapportent où ils sentent une partie de leur peau qui est actif pendant Et certaines le jeu émotions. des couleurs donc indique. Donc en jaune, Euh, c'est le plus actif, et en ouais. bleu, c'est quand c'est inhibé. Et on voit que la dépression, par exemple, les gens, ils ressentent plus d'informations au niveau des... Enfin, j'ai l'impression qu'ils ressentent plus d'informations au niveau des bras et des jambes. Ils ont plus envie de bouger, quoi. Alors, ils ont plus envie de bouger et aussi, ils ont plus envie d'interagir avec les gens. Parce qu'accessoirement, c'est les endroits où on interagit le plus avec les personnes. Ouais. En tout cas, là, il n'y a Alors, pas le dos, mais je pense qu'avec le dos, ça serait pareil. oui, à chaque fois, c'est de face, hein. Ouais. On a une question d'Ashona.
Bonjour à Shona. La différence entre l'amour et la dépression est quand même insane, nous dit Ashona. Tout le haut du corps pour l'amour orangé et tout froid vers le bas pour la dépression. Ouais, Oui, c'est quasiment c'est des symétriques, hein, l'opposé. c'est ça? Ah ouais, tout à fait. Mais je pense que tout le monde l'a vécu. Euh, L'amour, c'est particulièrement intéressant dans ce cadre-là, où on voit vraiment qu'il y a le visage, le thorax, les parties génitales, donc il y a les trois quand même. Et alors que la dépression, ouais, c'est complètement l'inverse. L'amour, c'est la dépression à l'envers, quoi. Voilà. Liloun dit la douleur émotionnelle et physique ont-elles la même origine dans le cerveau? Elles s'activent au même endroit. Alors, c'est des éléments dont on a un peu. On va peut-être essayer de répondre à la question de Liloun, mais peut-être que on peut l'inviter aussi à partir de demain à retourner sur le site web de Science et Avenir où il pourra revoir le début de ce direct, puisque l'entièreté du stream sera reproduit sur le site web de Science et Avenir. Oui, non, mais Pas de souci. c'est très bien de venir en chemin, il n'y a pas de problème, Liloun, et je suis sûr qu'Amaury va pouvoir répondre à ta question. Tout à fait, mais en plus, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément abordé, c'est qu'en fait, l'information, donc je vous l'ai dit, elle est relayée à la fois. Donc, les premiers neurones détectent l'information au niveau de la peau, ensuite, elle est relayée au niveau de la moelle épinière, et ensuite, ça part au cerveau. Et au niveau du cerveau, on va dire que ça explose. Il n'y a pas L'information ne va pas suivre un trajet juste, c'est pas une autoroute. C'est une autoroute qui bifurque de milliards de façons différentes. Pour le cas de ce qu'on appelle la douleur physique et la douleur émotionnelle, plutôt pourrait dire donc la douleur émotionnelle et la douleur euh, factuelle dans comment on décrit la douleur. Et donc là, ça c'est analysé, on pense en tout cas, c'est l'état de mes recherches. On pense que c'est analysé dans au moins deux types de structures différentes. La douleur factuelle, elle est décrite au niveau du ce qu'on appelle le cortex somatosensoriel primaire, qui est vraiment, quand on regarde des cours d'anatomie classiques, on va dire que c'est l'information douloureuse classique, elle est transmise comme ça. Il est où C'est... le cortex, c'est la partie avant du cerveau? Alors, le cortex, c'est la partie extérieure du cerveau. C'est l'enveloppe, si vous voulez. Ok, C'est elle qui fait des circonvolutions chez l'humain, ok. qui s'enroulent les unes autour des autres. Et le cortex somatosensoriel, c'est vraiment au milieu, ça fait deux bandes de part et d'autre. Et en miroir du cortex somatosensoriel, on a le cortex moteur, qui est de l'autre partie ce qu'on appelle un sulcus, comment on dit, une faille, quoi. Ouais. Et en fait, c'est intéressant parce que c'est aussi le cortex somatosensoriel, c'est ce qu'on appelle, ce qui est représenté aussi sous la forme de l'homonculus, qui est ce petit personnage que certaines personnes ont vu, Ouais, mais Arthur qui va est... nous le montrer, l'homonculus, parce on l'a repéré. On l'a repéré, on l'a récupéré là. Ah, bon, donc c'est en fait un personnage, en attendant l'image, voilà, où, qui est censé représenter toutes les zones dans le cortex somatosensoriel, l'importance des zones du cortex somatosensoriel en fonction des régions. Donc, par exemple, ce que ça veut dire ici, c'est que dans le cortex somatosensoriel, il y a une grande place qui est réservée à la perception du toucher à travers les mains, la langue, les lèvres, et finalement, très peu pour le thorax et les bras, et même les organes génitaux, finalement, sont très peu représentés par rapport aux mains, aux lèvres et à la langue. Donc ça, c'est pour le cortex somatosensoriel primaire, qui, encore une fois, décrit l'information factuelle. Je me fais mal, je sais que c'est une aiguille qui est plutôt d'un diamètre assez petit, qui n'est pas tranchant, qui n'a pas pénétré la peau, etc., etc. Pour ce qui est de la perception émotionnelle, c'est-à-dire l'aversion que va créer cette stimulation, là, on pense que c'est analysé par une autre aire du cerveau, qui sont ce qu'on appelle les aires impliquées dans le système limbique. Donc, il y a encore une fois l'aire du striatum qui est l'aire du plaisir, mais c'est un peu facile de dire ça. En fait, c'est pas aussi simple que ça. Mais c'est là où la dopamine est relarguée. Et en fait, la dopamine, c'est un système qui nous permet d'associer finalement des stimulations entre elles, souvent associées au plaisir, mais pas que. Donc, je ne vais pas rentrer là-dedans parce que je suis pas un expert, mais c'est l'association est beaucoup moins facile à faire que ce qu'on peut croire ce qu'on peut lire aussi dans la presse. Il y a d'autres structures qui sont
particulièrement intéressantes aussi pour le contrôle et la génération des émotions, qui sont le cortex cingulaire, qui est juste à côté finalement du cortex somatosensoriel primaire, qui est un peu en avant ici, pareil au milieu du cerveau. Et on a l'insula, qui est le cortex insulaire, donc encore une partie du cortex, qui elle se situe au niveau des tempes, mais dans des circonvolutions qui sont assez internes dans le cerveau. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est des aires qui ne sont pas forcément spécifiques de la douleur tactile, ou c'est aussi des aires en fait qui intègrent tous les sens. Donc c'est Tout. en fait, si vous voulez, le cortex somatosensoriel va vous dire c'est une information qui passe par le toucher, et les autres aires singulaires et insulaires vont vous dire c'est douloureux, c'est négatif, c'est aversif. Et en fait, il y a d'autres aires, comme le cortex préfrontal qui est devant, qui va associer les deux et qui vont créer la perception qu'on a consciemment en disant bah oui, c'est un cactus, quoi, ça fait mal sur la main. Donc, pour répondre à la question de Liloun, c'est quand même assez éclaté, mais ça Voilà. reste toujours sur le cortex, quoi. Alors, c'est ce qu'on connaît nous, et parce que c'est plus facile à la fois chez l'homme aussi, hein, Ouais, d'enregistrer en fait l'activité du cortex, comme c'est ce qui est en premier dans bah tous les oui. crânes, Mm. c'est plus facile à étudier. Mhm. Et accessoirement, c'est des structures qui sont très jolies, très bien organisées, donc c'est très facile aussi à étudier. Enfin, c'est plus facile C'est que ça. facile de s'y repérer, peut-être aussi, du coup. Voilà, c'est facile de s'y repérer, exactement. Donc ça sous-entend aussi qu'il y a ce qu'on appelle une organisation fonctionnelle en modules dans le cerveau, que certains neuroscientifiques peuvent décrier aussi à l'état actuel des choses, et qui est à la fois, à mon avis, hein, c'est mon avis, qui est vrai, mais qui est un peu aussi fausse, parce qu'il y a des neurochirurgiens, par exemple, qui sont capables d'enlever toute une partie du cerveau. Donc, par exemple, la fameuse aire de Broca, qui est l'aire qui était décrite par le neuroscientifique français Broca comme étant responsable du langage. Et en fait, il y a certains neurochirurgiens qui l'enlèvent et qui vous disent, bah, regardez, cette personne est capable de parler normalement. En fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Généralement, ce qui se passe, c'est qu'ils enlèvent cette partie du cerveau parce qu'il y a une tumeur qui s'est développée de façon très lancinante, très longue, et en fait, le cerveau a eu le temps de s'adapter à la disparition de la fonction de cette aire, parce qu'il y avait une tumeur. Et donc, quand le neurochirurgien l'enlève, bah, c'est pas grave, parce que si vous voulez, en fait, cette région du cerveau est plus connectée à rien déjà. Ça, c'est l'extraordinaire plasticité du cerveau, Voilà. Et donc, le qui est vrai cerveau, tout au long de la vie. tout à fait. Tout à fait. Parce on véhicule souvent l'image. C'est à propos des neurones qu'on dit ça. On dit souvent à partir de 20 ans ou je sais pas quoi, on commence à perdre ses neurones. Mais le cerveau, il s'adapte tout au long de la vie, quoi, jusqu'à la fin. C'est son but. Le but, c'est de s'adapter en permanence. Et donc, si son but, c'est de s'adapter à la fois physiquement, si on lui enlève une partie, ou on va dire pas physiquement, mais entre les connexions entre elles, c'est comme ça qu'on forme la mémoire, pour créer de nouvelles mémoires, par exemple. Voilà. Et à propos d'opérations chirurgicales, il y a quand même aussi, par exemple, bon, c'est extrême, et puis je sais même pas si ça se fait encore, mais dans l'épilepsie, par exemple. Mhm. Oui, c'est bien dans l'épilepsie où il y avait un traitement qui consistait à détacher aussi la partie frontale du cerveau par une opération qui consistait, bah, c'est un prix Nobel il y a un gars Ah, qui a eu le prix Nobel pour ça, c'était un Portugais, je me souviens plus comment il s'appelle, Egas oula. Bonis. Oula, j'avoue que ça me parle Et- pas du tout. Alors, ce qui se faisait depuis l'Antiquité, en fait, c'est qu'on prenait une sorte d'objet Ah, qu'on presque. passait par la narine ou par l'œil, Ouais, voilà, format la lobotomie, tournevis. quoi. Ouais, la lobotomie, pardon, c'est le Oui, mot que j'ai cherché, la lobotomie. La lobotomie, ça consiste à détacher une certaine partie du cerveau du reste pour la neutraliser. voilà. Et effectivement, la personne, elle est guérie, entre guillemets, Mhm. mais ça plaide aussi pour le fait que certaines fonctions étaient localisées dans la partie qui a été détachée. Tout à fait. Mais ça veut pas dire que la personne, si elle vit assez longtemps, elle sera pas capable de retrouver ses fonctions. En fait, c'est toujours aussi le même problème, c'est que si le cerveau a le temps, en fait, de progressivement remplacer la fonction à un autre endroit, de délocaliser, si vous voulez, Ouais. il y a pas de, du coup, il y aura pas de mal. Mais si d'un coup on fait
un trou dans le cerveau. Ce qui se passe aussi au niveau des accidents cérébraux, vasculaires cérébraux, où là, bah, il n'y a plus d'irrigation du sang pendant assez longtemps pour que les neurones s'arrêtent, puis meurent. Et bah, évidemment, là, le cerveau n'a pas eu le temps d'avoir de plasticité, donc cette fonction est perdue. Mais pour certains cas, c'est possible aussi de la restaurer. Après, dans la plupart des cas, quand même, ce genre de traumatisme, on perd la fonction. Parce que justement, le cerveau n'a pas eu l'habitude n'a pas eu le temps de recréer des réseaux. Alors, il y a Liloun qui vous pose une question à Maury. Quelle est l'échelle de temps pour que cette adaptation plasticité puisse avoir lieu? Donc ça, c'est une grande question auquel on essaie de répondre. C'est quand même, on parle de mois, voire d'années, en fait. Ah oui. Ça dépend de la plasticité pour laquelle on part. Oui, Mais parce quand que on est sur des lésions le cerveau est cérébrales, plus ou moins entraîné à s'adapter aussi, peut-être, non? voilà. Voilà. Mais ça, encore une fois, ça dépend de quel type de lésion, quel type de plasticité. Dans le cas d'un accident cérébral, s'il est petit, il y a je pense que en quelques mois, on peut peut-être restaurer les fonctions qui étaient impliquées dans cette région-là. Euh, Si c'est plus massif, euh, bah là, malheureusement, il y aura peut-être pas assez de fonctions de base qui restent pour pouvoir créer une plasticité. Alors, notre conversation m'évoque les bouquins d'un neuroscientifique qui m'avait beaucoup plu, Oliver Sacks, Mhm. qui avait écrit notamment L'homme qui prenait sa femme pour un chapeau, je crois, c'est ça le titre du livre, Ouais, et qui décrit comme ça des formes d'aberration neurologiques, quoi, hein, des personnes qui sont, par exemple, plus capables de reconnaître un visage. ouais, tout à fait. Donc ça, c'est justement, c'est des atteintes. Bah, c'est comme ça que Broca a décrit son nerf. Hein. Il avait un patient qui était atteint, qui avait une ischémie au niveau de l'aire de Broca. Bah, Donc il un bleu, n'avait pas. quoi, un bleu dans cette zone. C'est clairement la partie était morte. Hein. Après, la personne a été autopsiée une fois qu'il est décédé de cause naturelle. Et en fait, il restait plus rien de cette zone-là. Ok. Et c'est un caillot sanguin qui vient bloquer l'artère qui irrigue cette région. Les neurones, du coup, s'arrêtent de fonctionner, puis meurent parce qu'ils n'ont plus d'oxygène. Mais la personne était vivante. Enfin, Mais je la veux dire, personne était vivante. Elle elle était était... juste incapable d'associer des mots à un sens, en fait. Donc, il disait des mots n'importe comment. Et lui, il comprenait quand on lui parlait des mots qui n'avaient pas aucun sens les uns à la suite des autres. Là, on a parlé de sentiments désagréables, on a parlé de douleur, et c'est sur cette question de la douleur que vous avez commencé à vous spécialiser, hein, mais aujourd'hui, vous êtes davantage dans la notion de toucher plaisir, Tout à fait. dans le fait de comprendre comment ce sentiment du plaisir se forme au niveau du cerveau. C'est un Mhm. champ de recherche qui est finalement, enfin qui est original, quoi. Il n'y a pas beaucoup de monde qui travaille là-dessus. Non, et honnêtement, j'y aurais pas pensé s'il y avait des gens qui avaient fait ça, qui n'avaient pas fait ça sur l'humain d'abord, il y a un peu plus de 10 ans aussi maintenant, qui ont montré en fait que chez l'humain, on connaît qu'il y a une population de neurones au niveau de la peau, qui vraiment, l'activation de ces neurones, elle est fortement corrélée à la notion de plaisir, tout simplement. Et, Ouais. et, donc chez l'humain, malheureusement, ils sont pas pu aller beaucoup plus loin, si ce n'est qu'ils avaient quelques patients qui n'avaient plus ces fibres et qui étaient justement incapables de percevoir le plaisir, mais aussi la douleur. Certains qui avaient l'inverse, qui n'avaient plus les autres fibres, mais il leur restait plus que celle-là, et ils étaient incapables, par exemple, de marcher parce qu'ils n'avaient pas la proprioception, ils étaient incapables, sans leur bander les yeux, de dire où c'est qu'on les touchait. Par contre, si on les caresse, ces personnes étaient capables de dire, ah bah là, je sens quelque chose de plaisant. Je sais pas ce que c'est, mais c'est plaisant. Mais à part ça, ils avaient du mal quand même à associer vraiment la notion de toucher plaisant à une activation au niveau de la peau. Et donc ça voudrait dire accessoirement que c'est quelque chose qui est inné aussi. Hein. C'est important, c'est qu'on est tous branchés de la même façon pour percevoir un toucher plaisant. Et donc nous, c'est ce qu'on a montré chez la souris. C'est là où je me suis réveillé, je me suis dit, bah, attends, on peut tout à fait faire ça chez la souris, aller beaucoup plus loin, grâce à la génétique de la souris, on peut vraiment créer
manipuler de façon artificielle ces neurones dans la peau et voir si les souris aiment ça, tout simplement. Et c'est ce qu'on a montré. Et Ah, on vous a... dites ces neurones dans la peau. Ouais. Et Donc là, c'est ces vraiment neurones. la première branche du réseau. C'est vraiment Oui. les neurones de la peau qui sont capables de détecter certains Mais ils stimuli. sont où physiquement, ces neurones? Alors, ces neurones, ils sont. Donc, les terminaisons de ces neurones vont innerver tout ce qui est peau poilue. Et en particulier, ils énervent les follicules pileux. Et il faut savoir que le follicule pileux, donc le poil, euh, ce qui est à la base du poil, hein, c'est l'organe sensoriel tactile par excellence. C'est Ah ouais, vraiment tiens. celui qui est le plus sensible, qui permet de détecter des stimulations, ce qu'on appelle dynamiques, donc des caresses. Donc par exemple, quand un moustique se pose sur votre bras, vous le sentez grâce au poil. Parce qu'en fait, il va déplacer les poils. Et c'est pas ses pattes sur la peau en elle-même, c'est la patte sur les poils que vous ressentez. Ah ouais, j'avais toujours cru que c'était les pattes. D'accord. Voilà. Et, et donc, c'est aussi à des endroits du corps, donc c'est des endroits du corps bien particuliers, les poils, hein, on n'en a pas partout. Il n'y Enfin, en a pas c'est- partout, mais mais 90% de notre corps, on a. ouais, voilà, c'est ça. Donc, on n'en a juste pas ici. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'en fait, le toucher, ce qu'on appelle le toucher affectif, le toucher plaisant, on le donne avec cette partie-là de la main, mais on le reçoit sur une partie poilue. Mm. Donc, en fait, la personne qui ressent le plaisir, elle est caressée la plupart du temps sur une partie poilue. Ah oui, c'est marrant ça. Oui, oui. Ah ouais, ouais. Et du coup, donc ces neurones, ils énervent ces follicules pileux. Donc voilà, oui. Donc là, il y a toutes les différentes populations de neurones. On fait la distinction entre la peau poilue et la peau glabre. Donc il y a différents types d'organes dans la peau poilue et la peau glabre, et en particulier dans la peau glabre qui sont très importantes pour détecter les textures, etc. Ce qu'on appelle les corpuscules de Messner. Ah, une Euh, question intéressante là de Liloun, parce que on peut pas ressentir de plaisir par la plante des pieds. alors, j'ai Euh, jamais regardé réellement les types de neurones qui énervent la plante des pieds. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont regardé ça. Mais normalement, en tout cas, ce type de plaisir-là, parce qu'en fait, le type de plaisir dont je parle, c'est celui qui est associé en fait aux contacts sociaux, aux contacts affectifs qu'on a entre personnes qu'on connaît, d'une même famille, des gens proches, des enfants avec des parents ou des amis entre eux. Donc, c'est souvent associé à ce type de relations sociales. Parce que dans les films de Tarantino, ils arrêtent pas de se masser les pieds, hein, donc il va bien se Oui, passer quelque oui, chose. oui. Mais après, voilà, donc là, il y a une différence aussi entre les neurones qui vont euh, détecter ce qui se passe à la base des poils. Ouais, Tarantino aime beaucoup les pieds. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ashtona confirme. Euh, et euh, et il y a d'autres neurones qui sont, par exemple, les neurones, c'est pas les mêmes que les neurones du massage. Parce que les neurones du massage qui sont activés lors du massage, c'est des neurones qui sont plus profonds, à la fois dans l'épiderme et dans le muscle. Ok. Ils sont Et pas ceux-là, représentés là. Ils sont pas représentés non, ils sont pas dans représentés. Là, c'est que la peau. Parce Donc, que ce qu'on voit sur le schéma là, tout ce qu'on voit sur le schéma, ce sont justement les des, terminaisons des des neurones neurones. dans la peau glabre à droite et poilue à gauche. Ouais. Et donc, Alors poilu, on voit que le Stratégoun principe. parle des câlins. Ça marche pareil pour les câlins. C'est des câlins dont on parle là, Oui, puisque c'est des câlins, tout à fait. C'est les câlins. Et donc, le prototype, si vous voulez en avoir un, apparemment, la caresse optimale pour avoir le plus de plaisir, c'est donc une caresse, c'est une stimulation dynamique, entre 3 et 10 centimètres par seconde. Donc, entre prenez une 3. règle, et 10 centimètres par seconde, vous prenez une règle et vous faites, OK, si je fais ça par toutes les secondes, est-ce que c'est plus plaisant que si je fais ça? Voilà. Ah, c'est bien ça. Donc ça, c'est des Suédois hein, qui sont amusés à faire ça. Ah bah évidemment, ouais. Et qui ont Euh, très bien décrit ça. et alors, ce qui est frappant, là, c'est un document que j'avais vu précédemment, ça, parce que vous nous l'avez envoyé, hein, évidemment, on se parle pour préparer le Twitch. Et ce qui est étonnant, c'est la prolifération, enfin, c'est pas le bon terme, mais la multiplicité, quoi, la multiplicité des organes, enfin, des éléments impliqués. Et vous parliez d'ordinateur, c'est vrai qu'il y a un côté ordinateur, parce qu'il y a il y a plein d'inputs différents et ce qui est incroyable, c'est la façon dont la synthèse, la fusion est faite par le cerveau, quoi.
Exactement. Et en plus, ça, c'est simplifié, euh, parce qu'il n'y a pas, en fait, là, par exemple, le follicule pileux est énervé que par un seul type de terminaison nerveuse. Ouais. Mais en fait, il n'y a pas qu'un type de follicule pileux. Il faut savoir qu'on a au moins trois types de poils différents, sans parler des poils des moustaches et des cheveux, qui sont aussi différents. Et en fait, chaque poil a une fonction, vraiment. On a par exemple, il y a 10% des poils qui sont des gros poils noirs, qu'on appelle les guards, ou les poils de garde, qui sont vraiment des neurones qui ont plein de terminaisons, et qui sont vraiment c'est ceux qui détectent le moustique, par exemple. Et après, Ok. on a les petits poils qui sont par exemple le duvet, Ouais. qui eux sont vraiment importants pour détecter tout ce qui est stimulation dynamique, comme une caresse, et qui eux représentent la majorité des poils qui recouvrent notre corps. Même dans des parties où on pense qu'on n'en a pas, hein, à part Et la les peau glabre. bébés, on a parlé de la naissance des bébés tout à l'heure, là, qui sentent instinctivement le besoin du toucher, etc. Le corps du bébé, quand il naît, est déjà intégralement recouvert de poils. Ah oui, et il a même certains poils qui disparaissent à la naissance et qui réapparaissent plus tard. Ah bon? Ah oui, bah, ça Quel type? je l'ai vu récemment, enfin il y a 2 ans, Ouais. parce que ma fille est née extrêmement poilue, et j'ai dit mon Dieu, j'ai fait un Yeti, et, et en fait elle a perdu ses poils et là elle en fait d'autres. Mais c'est des poils qui sont connus, qui se développent au niveau de l'embryon du fœtus, et qui sont vraiment présents assez tôt, et qui disparaissent après la Et naissance. donc, qui ont une fonctionnalité dans la vie prénatale, alors. Alors c'est malheureusement extrêmement difficile à décrire, hein, parce que bah, euh, je ne pense pas que ce soit le cas chez les rongeurs, par exemple, sachant que les rongeurs, ils naissent, leurs bébés sont un peu prématurés par rapport à nous. Et chez d'autres types d'espèces, je pense pas que ce type d'études ait été faite, hein, chez les primates non humains et tout, ce serait un peu triste, de faire des césariennes pour sortir Oui, bien sûr. des fœtus. Voilà. Donc ça n'a pas été fait, et pour l'instant, voilà, ça n'a pas été creusé. Il y a certaines personnes qui ont fait des analogies avec justement ces fameux poils du toucher plaisant. Il n'y a aucune preuve scientifique qui corrèle les deux. Donc c'est juste une spéculation, mais il y a vraiment, on peut rien dire là-dessus. Mais c'est intéressant de savoir qu'il y a des poils, que les bébés naissent poilus, quoi. Ouais, ouais. C'est vrai que ça peut surprendre quand on les voit arriver. On est à une dizaine de minutes de la fin de ce stream. Amaury, on a commencé en expliquant que vous avez été primé d'une bourse qui s'appelle Impulscience par la fondation Bettencourt-Schuller, Mhm. qui délivre comme ça des sous à des scientifiques pour accélérer hein, leurs travaux et leurs recherches. Ça veut dire forcément que vous vous projetez dans l'avenir. Ah oui. Et peut-être vous pouvez nous décrire quelles sont les questions que vous vous posez à l'heure actuelle et que vous aimeriez euh, commencer à résoudre grâce à cette bourse. Donc, bah, ce qu'on essaie de faire avec cette bourse, c'est de comprendre justement au niveau des aires corticales qui sont impliquées dans le toucher Et émotionnel. donc les aires du cortex, celles dont vous parliez tout Les à aires du l'heure. cortex, donc en particulier le cortex insulaire, comment une caresse est représentée dans cette insu-là. Et est-ce que, donc il faut imaginer que c'est une partie du cerveau où il y a plein de neurones différents qui communiquent entre eux. Certains vont recevoir des informations tactiles, donc de la peau. Certains vont recevoir des informations odorantes, qui viennent du nez, etc., etc. Tous les sens convergent à cet endroit-là. Et j'aimerais savoir si vraiment c'est le même neurone qui va percevoir une stimulation plaisante que celui qui reçoit une odeur plaisante. Parce que ça, c'est une implication importante. Ça veut dire que ces neurones ne sont pas forcément spécialisés pour un sens, Oui, mais pour une émotion. Et ça, c'est encore des choses que moi, je vous en ai parlé comme si c'était des faits établis. En fait, c'est des hypothèses de travail sur lesquelles il faut qu'on valide. Et c'est important aussi dans les cas pathologiques, et en particulier dans les cas des douleurs chroniques, parce qu'il faut savoir que ces neurones dont je vous ai parlé, qui sont impliqués dans la caresse, dans le toucher plaisant, et ben, dans les conditions de douleur neuropathique, euh, donc quand par exemple on a une sciatique, hein, c'est ça, ces neurones-là deviennent en fait plus associés, l'activation de ces neurones est plus associée à la douleur. Ils participent à l'hypersensibilité qu'on ressent dans ces conditions-là. Et donc, qu'est-ce qui se passe au niveau du cerveau?
quand d'un coup, on avait une information qui était plutôt positive, et ben pourquoi elle est d'un coup associée à quelque chose de négatif? Donc moi, ce que j'essaie de comprendre, c'est est-ce que du coup, c'est la même population de neurones, mais qui transforme l'information différemment, ou est-ce que du coup, en fait, on a une divergence de l'information qui va activer une différente population de neurones, et surtout, comment on va faire, qu'est-ce qui explique ce changement, et comment on fait pour retourner à un état optimal, qui est l'état d'origine, pour que les gens qui ont des douleurs chroniques puissent ressentir du plaisir de nouveau. Et ça, c'est un point assez important parce que les gens qui ont des douleurs chroniques sont souvent associés aussi à des états dépressifs et anxieux. Et un Oui, des symptômes principaux associés aux dépressions et à l'anxiété, c'est la perte de plaisir. oui. Donc, notre hypothèse, c'est qu'en fait, ça part en partie par la perte de plaisir tactile qui ensuite fait un effet de boule de neige, si vous voulez, sur tous les autres sens. Mais il y a un point que je suis pas sûr d'avoir compris, c'est que finalement, on ne sait pas encore aujourd'hui si les neurones sont spécialisés sur un sens ou sur un autre Au niveau du cerveau, au niveau du cerveau. non. D'accord. Il y a certaines personnes vous diraient que oui, ça dépend de quelle région. Clairement, je pense que non. Parce que par exemple, même quand je vous parlais du cortex somatosensoriel primaire, Ouais, on sait maintenant que le cortex somatosensoriel primaire, il répond principalement à des stimulations mécaniques, ouais, tactiles, ouais. mais il peut répondre aussi à des stimulations visuelles et auditives, D'accord, à d'accord. de moindres amplitudes. Mais s'ils répondent à ce type de stimulation, c'est bien qu'il y a un rôle dans l'intégration de l'information sensorielle. Il y a un point que vous avez évoqué pendant la conversation, vous avez parlé de l'autisme. Mhm. Et les personnes autistes, elles ont, comment dire, une certaine difficulté par rapport au toucher. Oui, alors ouais, surtout en particulier les enfants, généralement, qui peuvent être diagnostiqués euh, avec un trouble du syndrome autistique. Donc il faut savoir que le trouble du syndrome autistique, c'est quelque chose qui est très large, hein. C'est très large, oui. C'est très très large. On parle de gens qui ont une cause génétique bien connue, à d'autres qui n'en ont pas, qui peuvent être des phénomènes dus juste simplement à leur expérience au cours du développement, etc., etc. Nous, on s'intéresse plus aux mutations génétiques qui entraînent vraiment des syndromes graves, où des gens sont atteints aussi des fois de déficit intellectuel. C'est le cas par exemple du syndrome de Prager-Willis. Et en fait, ces enfants, lorsqu'ils sont diagnostiqués, ils sont souvent diagnostiqués. Pourquoi? Parce que les parents viennent en disant, il y a quelque chose qui ne va pas. Et dans la plupart des questionnaires qu'on donne aux parents, ce qui ressort le plus, c'est les sens en général. Les sens semblent atterrés, il est plus sensible aux odeurs, plus sensible à la lumière, et il est plus sensible au toucher. Et nous, ce qu'on aimerait savoir, c'est pourquoi il est plus sensible en général, et en particulier au toucher. Et en fait, on essaie de mettre en évidence qu'il n'y a pas seulement, c'est pas des mutations qui atteignent simplement la fonction du cerveau, vraiment de processus, d'analyse des signaux et d'intégration du signal, mais que aussi le système nerveux périphérique, donc les neurones qui énervent la peau, sont aussi atteints. Et en fait, que s'ils ressentent différemment leur environnement, c'est parce que en fait, ils sont faits différemment. Euh, et on aimerait comprendre justement comment ils comprennent, comment ils perçoivent leur environnement tactile en particulier, pour les aider justement à appréhender le monde, leur environnement. Et alors, ces travaux que vous allez mener maintenant à l'avenir, c'est des travaux que vous faites. Alors, je l'ai dit qu'une fois, mais vous êtes chercheur à Montpellier, à l'Institut de génomique fonctionnelle à Montpellier. C'est des travaux qui se font à l'échelle d'un laboratoire comme ça, ou c'est des collaborations nationales, internationales comment Ah, ça se passe? alors l'Institut est un institut qui regroupe plusieurs équipes de recherche. On est une vingtaine d'équipes de recherche avec des domaines assez différents, hein, parce que ça va de la cardiologie jusqu'à la neurobiologie. Et au sein de la neuro... Vous êtes lié à l'hôpital de Montpellier? Alors on est lié à l'Université de Montpellier et on a des praticiens hospitaliers qui sont des chercheurs aussi, en particulier des neurochirurgiens, des psychiatres, qui travaillent aussi avec nos équipes de recherche, tout à fait. Ok. Donc, on peut accéder, dans notre recherche à nous, personnellement, dans mon équipe de recherche, on n'accède pas à des patients vivants, entre guillemets. On peut, avec l'aide du CHU,
dans un cadre bien décrit, obtenir des tissus humains pour en fait valider, si vous voulez, les différentes cibles Donc, vous voulez qu'on va dire de personnes décédées, quoi, voilà, de personnes décédées. Et, euh, et mais ça se qui ont fait don de voilà, leur qui ont corps fait à la don science, c'est dans le etc. cadre du don d'organes, tout à Ouais. fait, et du don d'organes à la science. Et, mais pour revenir à la question principale, donc ce type de recherche, ça se fait d'abord à l'échelle d'une équipe, donc à la mienne. Euh, donc grâce à Impulscience, honnêtement, je pourrais vraiment la développer. Je pourrais la développer de façon autonome, mais c'est pas comme ça que fonctionne la recherche. Fonctionne beaucoup mieux quand on collabore. Et en fait, au sein de l'Institut, il y a déjà une personne qui travaille justement sur les mutations génétiques associées à l'autisme. Donc, je collabore avec cette personne. Comme je vous l'ai dit, il y a des gens ici qui font de la cardio, qui travaillent sur la régulation du rythme cardiaque. Et on travaille aussi avec ces gens-là parce que, en fait, les émotions, bah, ça régule aussi le rythme cardiaque. Hein. Quand on est stressé, notre rythme cardiaque augmente. Et on travaille aussi avec d'autres équipes bah, à travers le monde, aux États-Unis, en Finlande, en Suède, en Allemagne, en Hongrie, où on fait partie d'un cadre européen de recherche, où en fait il y a des gens, bah, en particulier en Hongrie, en Allemagne et en Suède, qui eux travaillent sur des enfants. Là, c'est pas de, on parle pas de troubles autistiques, mais on parle de prématurés, et qui essayent d'appliquer en fait le toucher comme étant une thérapie. Et en fait, nous, on est le pendant science un peu plus moléculaire et fonctionnel, en essayant de donner une explication rationnelle à travers donc le modèle Anima pour créer vraiment un lien de cause à effet sur pourquoi ce traitement fonctionnerait chez l'humain. Bon, ben, c'est formidable. Écoutez, Amaury, François, on vous souhaite de beaux succès dans cette piste. On est sûr que on aura l'occasion de se reparler de tout ça. Alors, hein. Bah, j'espère. On arrive à la fin de ce direct. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous remercie, Amaury. Je rappelle que vous êtes neuroscientifique. Alors, vous êtes neuroscientifique escalin, quoi, on pourrait dire. Ouais, C'est un beau, une belle spécialisation, je trouve. C'est très positif. c'est pas mal. Merci à Mon Shona de médecin. nous avoir suivis. Merci à tous. Amaury, donc je disais, vous êtes chercheur à l'Institut de génomique fonctionnelle à Montpellier. On a parlé de la façon dont vous travaillez sur les neurones impliqués dans le sens du toucher. Peut-être que vous avez vu des petits bouts de ce stream. Si vous avez envie de le retrouver dans son intégralité, on le reproposera à partir de demain sur le site web de Sciences et Avenir, comme Arthur Langlois, qui s'occupe de la technique de ce Twitch, l'indique là ce bandeau déroulant. Vous pouvez retrouver tous nos Twitch, tous les replays de nos Twitch sur YouTube. Hein. On en a fait, je sais pas, il doit y en avoir une trentaine maintenant. Hein. On parle des araignées, on parle des requins, évidemment, on parle des trous noirs, on parle de tout, comme ce que fait Science et Avenir, puisque Science et Avenir, c'est un site web qui publie tous les jours des papiers de journalistes sur l'actualité des sciences. C'est aussi un magazine mensuel. Alors, est-ce que j'en ai un j'ai plein de bazar sur mon bureau et évidemment, je vais pas avoir le dernier. Science et Avenir, j'en ai un qui est tout. Voilà. Les clés du contrôle de soi. Tiens, on avait fait aussi un gros papier sur ChatGPT. ChatGPT. Et ça, alors c'est pas le dernier, c'est l'avant-dernier. Hein. Le dernier, il est sur les bonnes solutions pour fabriquer sa propre énergie. C'est un magazine mensuel et on fait aussi, l'équipe fait le trimestriel La Recherche, qui est ce qu'on appelle un MOOC, un magazine livre. Merci encore une fois, Amaury François. Merci Merci à vous. Louloun qui nous dit merci. Merci à tous et ben, écoutez, on se revoit prochainement sur cette plateforme. À bientôt, à Merci. la prochaine.